Bienvenue dans Je ne suis pas fou, mais le podcast extraordinaire sur le mystère de la conscience infinie. Ouvre tes oreilles, ton cœur et tes cellules. Ici, on écoute le vivant et le subtil à travers des récits de vie, des moments de bascule et de sagesse incarnée. Je suis Ariane Riveros, facilitatrice de l'essentiel et de déploiement intégral grâce à la NSQ et autres outils de créativité. Abonne-toi et entre dans le champ, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment honorée aujourd'hui d'accueillir dans ce jeune podcast un célèbre journaliste scientifique qui s'appelle Jocelyn Morisson. Et voilà, je suis enchantée, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Jocelyn. Bonjour, avec plaisir, merci de m'avoir invité. Et donc vous êtes un journaliste scientifique indépendant. Donc assez connu dans le monde, on va dire, de la spiritualité. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages, traducteur et évidemment conférencier. Vous êtes invité à beaucoup de sommets, etc. Donc parmi vos articles, vous avez vraiment pas mal collaboré avec la revue Inexplorée de l'INRES et vous êtes évidemment le rédacteur en chef de Native. Et donc moi c'est via tous ces colloques que je vous connais et puis après via le biais de YouTube, d'internet, vos conférences, etc. Est-ce que c'est bien correct tout cela? Ben oui, bien sûr, ouais, on pourrait en dire d'autres sur mes collaborations, parce que j'ai travaillé avec plusieurs magazines, mais oui, mes principales collaborations ces dernières années, c'était Inexploré, en effet. Et puis, les nouvelles clés? Voilà, Nouvelles Clés, j'ai bossé pour Le Monde des Religions, pour Nexus, mais depuis que je m'occupe de Native, j'ai beaucoup moins de temps de collaborer à d'autres revues. Ok, super. On aura l'occasion de reparler un peu de votre parcours parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je trouve que vous avez vraiment un aspect transdisciplinaire. Donc, vous n'êtes pas un journaliste scientifique qui est focalisé que sur un aspect. Vous avez vraiment différents types de disciplines. Donc, je ne sais pas si on peut dire, il doit y avoir un terme, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte de spécialiste généraliste? C'est-à-dire que vous avez une vision d'ensemble globale, vous faites des liens entre des disciplines, mais vous avez en même temps quand même une certaine spécialité qui est de tous ces phénomènes extraordinaires autour de la conscience. Donc, je vais en citer quelques-uns. Voilà, les expériences de mort imminente, la voyance, la spiritualité qui n'est pas vue comme opposée aux sciences, les psychédéliques, tout ce qui est expérience hors du corps, la psychokinèse et les guérisons inexpliquées. Et bon, voilà, ce n'est qu'un aperçu. Est-ce qu'on peut dire ça ou il y a un terme pour ce que vous faites? Généraliste, spécialiste. On peut dire que je suis un journaliste scientifique généraliste parce que je m'intéresse à toutes les sciences et de fil en aiguille, j'en suis venu à m'intéresser à ce qui relie la science aussi avec la philosophie et la spiritualité. Donc moi, ma formation initiale, c'est en sciences de la vie en fait. Hein. J'ai fait des études en sciences de la vie, donc ça s'appelait sciences naturelles à l'époque et j'étais parti pour faire le cursus d'enseignement. En fait, je voulais être enseignant, je voulais être prof en lycée ou collège, et donc j'ai fait ce cursus en France qui amène à la préparation des concours de prof. Et puis j'ai dû faire mon service militaire avant ça, et ça m'a un peu cassé l'élan. Et en plus, j'ai vu que pendant cette formation-là, en sciences de la vie, on n'était pas du tout formé à la pédagogie, en fait. Alors qu'on était censé devenir prof et on avait zéro enseignement, je dis bien zéro, sur ce qu'était un élève, une classe, un prof. Voilà, il fallait juste apprendre et comprendre autant que possible des choses qui concernaient uniquement la biologie, quoi, la physiologie, le monde des plantes, le monde des animaux. Donc c'était super intéressant. Moi, ça m'a beaucoup enrichi. Et à l'époque, j'étais persuadé que la science permettait d'expliquer, de comprendre le monde. Disons, ouais, ça me suffisait, quoi. Donc ça m'a un peu cassé l'élan, effectivement, le fait que j'ai dû faire mon service militaire et puis qu'ensuite il fallait préparer les concours, il fallait prendre 1 an pour préparer les concours de prof, et c'était hyper dur, il fallait faire que ça en fait. Moi je m'intéressais à beaucoup d'autres choses, je suis fan de cinéma, de musique, tout ça, je pouvais pas faire qu'apprendre des listes de papillons et de coquillages, quoi, c'était pas possible. Donc j'ai su qu'il y avait une formation en fait qui s'ouvrait à l'université à Paris 7 où j'étais. Donc c'était Paris 6 au
départ, mais Paris 7, c'est le même campus, c'est Jussieu. Et ils ouvraient une formation en journalisme scientifique. Donc là, je me suis dit, tiens, là, ça peut m'intéresser parce que journalisme scientifique, du coup, c'est proche de l'enseignement finalement, mais c'est autre chose, quoi. Et voilà, donc du coup, j'ai fait cette formation-là, à nouveau un cursus de 2 années. Et voilà, et donc j'ai commencé à travailler comme journaliste scientifique, mais dans le domaine de la santé, dans la presse professionnelle de la santé. Et voilà, donc ma formation, elle est vraiment en sciences de la vie. J'ai fait juste un petit peu de physique, mais voilà, maintenant ça me passionne la physique parce que il y a tellement de choses à trouver dans la physique quantique et tout ça. Il y a tellement de réflexions riches que je me suis un peu formé en autodidacte là-dessus, mais ça amène aussi sur le terrain de la philosophie, parce que les implications de la physique quantique, elles sont sur le terrain philosophique. Et donc, c'est pareil, la philo, je suis aussi un peu autodidacte, j'en ai fait jusqu'au lycée, mais j'ai pas mal d'amis qui ont fait des études de philo, donc on avait pas mal de discussions aussi sur quel est le sens de l'existence et tout ça. Moi, avec un regard plus scientifique, et eux avec un regard plus philo, mais la philo m'a beaucoup intéressé aussi pendant mes études de sciences, donc j'ai lu pas mal de philo. Et voilà, et la spiritualité, c'est venu après tout ça, en fait. La spiritualité, c'est venu quand j'avais déjà une trentaine d'années, et que j'avais commencé à travailler comme journaliste dans la santé. Est-ce que je peux vous interrompre pour faire un petit saut dans le temps, mais comme le passé, le présent et le futur n'existent pas tel qu'on le croit en ligne du temps, vous venez plutôt d'une famille athée, agnostique, spirituelle, ouverte. Enfin, quel était votre univers? Parce que vous dites que ça arrivait vers 30 ans, mais il y avait peut-être déjà quelque chose des graines de semer ou pas? Oui, alors par tradition familiale, j'ai fait ma communion solennelle, comme on dit. Je suis allé au catéchisme. Quand j'étais petit, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais mes parents n'étaient pas spécialement croyants, disons que c'était plus une habitude de famille d'inscrire les enfants au catéchisme et puis de faire la communion, quoi. Tous mes cousins, cousines ont fait la communion. Et donc moi, j'ai fait ça parce que c'était dans la tradition, mais il n'y avait pas de culture religieuse, on n'allait pas à la messe ou ce genre de choses. Donc, moi, j'ai rejeté ça quand j'étais ado, quoi. Tout ce qui était enseignement vraiment religieux, catholique, je trouvais ça infantilisant, j'ai trouvé ça inintéressant et culpabilisant, enfin voilà, comme beaucoup d'ados, je pense, qui ont eu cette éducation-là. Ça ne m'apportait rien. C'est pour ça que je me suis intéressé à la science et que j'ai eu envie de faire des études de sciences après le bac. Donc, parce que je pensais que justement la science avait les réponses. Donc la spiritualité est revenue par la fenêtre plus tard, quand j'ai découvert. Revenons-en, la trentaine. Là, j'ai découvert en fait le phénomène des expériences de mort imminente par une lecture, donc un livre dont j'ai entendu parler dans une émission de télévision un soir. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai été bouleversé par les témoignages en fait. C'était celui du docteur Moody, Raymond Moody? Non, alors à l'époque, c'était La mort transfigurée. C'était un livre collectif édité par l'association Jans. Jans, donc c'était l'association qui s'était créée aux États-Unis suite au succès du livre de Dr Moody, La vie après la vie, et qui avait créé des antennes en France, en Belgique et un peu partout en Europe, enfin dans d'autres endroits en Europe. Et cette association-là, c'était l'association de recherche sur les états proches de la mort. Voilà, ils avaient édité en France ce livre collectif avec des témoignages très forts et des analyses de médecins, de physiciens, de sociologues, anthropologues, etc. Il y avait Edgar Morin qui intervenait comme préfacier, je crois. Donc ce livre-là a complètement chamboulé ma vision des choses. Et en fait, je pense que ça a aussi, pour le coup, réveillé des souvenirs un peu enfouis, un peu occultés, d'expériences que moi j'avais vécues quand j'étais enfant, qui étaient plus de l'ordre de ce qu'on appelle des rêves lucides. Mais tout ça, c'est des catégories qui sont vraiment, qui sont plus ou moins interchangeables, quoi. Hein. Rêve lucide, voyage astral, sortie du corps, etc. Moi, j'ai fait des expériences comme ça quand j'étais petit, en fait, et je m'en suis souvenu. C'est revenu un peu brutalement, parce que je me demandais pourquoi ces témoignages résonnaient tellement en moi. Quand je les ai vus, je me suis dit, ces gens-là, en fait, ils peuvent pas avoir inventé ces choses-là. Donc, parce qu'ils passent pour des fous, en fait, à raconter ça. Donc, il ferait mieux de se taire. Si c'est pour faire le malin, il vaut mieux se taire. Donc
j'ai cru vraiment à la sincérité de ces témoignages-là. Et quand Ouais. j'ai vu que des gens très sérieux, universitaires, etc., s'y intéressaient, moi qui avais un bagage universitaire aussi, ça m'a parlé parce que c'était pas du blabla New Age, si vous voulez. C'était Oui. pas, voilà. Après, j'ai lu du blabla New Age et je me suis aperçu qu'on pouvait raconter tout un tas de bêtises là-dessus aussi. Et Oui, voilà. Et donc après, il faut faire le tri, c'est tout, hein, c'est une question de discernement. tout Mais à donc fait. voilà, ça a démarré comme ça pour moi. Et à partir de là, je me suis intéressé à tout ce qu'on a appelé état modifié de conscience. Oui. C'était le début d'Internet aussi. Et comme moi, je lisais l'anglais, je pouvais accéder très vite à plein de documents en anglais. Donc aussi bien le livre des morts tibétains que effectivement des récits de voyage astral ou d'expériences de mort imminente. Donc je me suis beaucoup documenté et puis je me suis rapidement mis à écrire sur ces sujets-là. Et donc, quand vous avez écrit, donc vous étiez seul, entre guillemets, chez vous, en train de vous dire, il faut que j'écrive un article là-dessus, et puis après, trouver une revue qui va le publier. Vous étiez déjà en contact par justement le fait que vous étiez passionné par tout ça. Vous avez peut-être déjà fait des petites rencontres par synchronicité. Bah, en fait, l'association Yans, du coup, qui avait édité le livre La mort transfigurée, je me suis rapproché d'eux. Je sais plus comment je les ai contactés, mais à ce moment-là, moi, je quittais Paris aussi pour la région toulousaine. Donc, je me suis proposé d'être un relais pour eux en région toulousaine. Voilà, je crois que ça a commencé comme ça. Et du coup, ils éditaient une revue, en fait, à l'époque, un journal mensuel, je crois. Et voilà, rapidement, j'ai proposé des textes. Ah, génial. Et donc à ce moment-là, vous combiniez votre métier de journaliste scientifique, dans la santé, Ouais, dans les revues, professionnelles, la presse ouais, professionnelle, et en même temps ce côté-là. Vous c'est n'avez ça. pas eu peur que ça, parce qu'à l'époque, c'était quand même pas fréquent tous ces sujets-là, même aujourd'hui, ça peut être encore un peu tabou ou encore un peu, tourné au ridicule. Vous n'aviez pas à ce moment-là pas du tout eu peur pour votre réputation, ou qu'est-ce En fait, que c'était deux mondes qui étaient complètement, comment on va dire, qui étaient complètement séparés de manière hermétique. oui. Hein, c'est comme la petite barre qu'il y a entre nous là. Il n'y avait pas il y avait pas de communication, il n'y avait pas d'échange entre les deux mondes dans lesquels j'évoluais à ce moment-là. Donc, Ouais, parce que je travaillais dans la presse pro santé, donc j'écrivais ouais, pour des médecins, pharmaciens, des cadres de l'industrie pharma, des cadres hospitaliers, tout ça. J'écrivais dans ouais, cette presse-là. ouais. Et ça, dans ce milieu-là, je me suis aperçu qu'il y avait personne qui s'intéressait aux états modifiés de conscience, ou alors vraiment de manière très superficielle. Et Oui, en tout cas en France. Aux États-Unis, d'accord. dans le monde anglo-saxon, je voyais bien qu'il y avait un peu plus de porosité et peut-être qu'on se faisait des idées nous aussi en France en se disant oui, il y a des Raymond Moody et en fait il y en a plein. Enfin, il a plein d'amis quoi. C'est Mais ça. non, en fait, quand moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de parler avec lui après, j'ai bien vu que lui aussi, il était au départ très isolé dans cette démarche et dans ce discours-là. Donc je Ouais. craignais pas que ça interfère et que ça pose problème parce que pour moi c'était deux mondes complètement hermétiques quoi. Je me Et suis ça a rendu été compte. le cas tout le temps? Vous n'avez jamais eu de remarques de Non, parce que après, rapidement, moi j'ai dit que c'était un intérêt de type spirituel que j'avais pour ça. Et donc la spiritualité, mmh. tout le monde respecte parce que c'est quelque chose de personnel. Donc Oui. on n'a pas à critiquer la spiritualité de quelqu'un. Donc en fait, après j'ai proposé du coup des papiers pour le monde des religions et Ouais. puis Nexus, etc. Et de fil en aiguille, je me suis mis à écrire de plus en plus pour ce genre de revue-là et de moins en moins pour le monde pro de la santé. Mais Oui. j'ai longtemps gardé un pied dans la santé quand même parce que bah, ça me nourrissait aussi, hein, c'est dans tous les sens du terme, hein, vraiment au sens propre, je gagnais ma vie. Et puis c'est un milieu intéressant aussi. Moi, j'ai jamais craché sur le monde de la santé Mmh mh. ou de l'industrie pharma. J'ai vu cet univers-là se transformer et passer aux mains des marchands. Ah Ça oui? oui, ça oui, mais c'est un monde que je respecte, le monde de la médecine moderne, médecine conventionnelle, c'est un monde que je respecte tout à fait. Et tous ces acteurs-là. Après, c'est un système qui fait que c'est devenu quelque chose qui a été marchandisé, c'est autre chose. Oui. Mais les gens, les acteurs en eux-mêmes ne sont pas nécessairement responsables de ça. J'ai beaucoup de respect pour les médecins, les soignants, etc. Quoi, et les chercheurs en pharmacologie, etc. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et en plus, pour moi, ça a été une école de rigueur de Mmh travailler mh. dans ce monde-là. Ça m'a appris Oui. à vérifier mes sources, à faire très attention à ce que j'écris, parce que quand on écrit pour des professionnels de santé, eh ben, on doit être très rigoureux et on devrait avoir la même rigueur quand on écrit pour qui que ce soit. Hein.
Oui, tout à fait. Et quelque part, c'est aussi ce que j'allais dire, c'est que vous avez vraiment aussi donné des lettres de noblesse à la recherche autour de tous ces phénomènes, que je ne sais pas si vous étiez le seul, il devait peut-être en avoir d'autres, mais en tout cas, justement, vous sortiez de ces discours un peu, comme on dit, New Age, qui ont peut-être galvaudé certains concepts qui ne sont peut-être pas faux en soi, mais qui font des raccourcis ou parfois, enfin voilà, voilà, il y a un peu de C'est un tout. problème de rigueur, effectivement. On était très peu. Moi, quand j'ai commencé à bosser comme journaliste là-dedans, en fait, il y avait peu de journalistes parce qu'il y avait peu de support Oui, de presse comme ça. Effectivement, il y a Nouvelle Clé oui, à l'époque, qui était la revue peut-être la plus spirituelle là-dedans. Le Monde des religions, c'était, comme son nom l'indique, plus axé sur l'aspect religieux des choses. Mais oui, il s'intéressait à l'époque aux sujets qui concernaient qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, quand on prie, quand on médite, etc. Donc il y avait cette ouverture-là. C'était avant que Frédéric Lenoir prenne la direction. Et après, j'ai continué donc sous cette période-là aussi avec Frédéric Lenoir. ah oui, Et bon, il y avait Nexus aussi qui traitait des sujets que j'aurais pas pu publier ailleurs, comme des trucs sur les ovnis ou ce genre de choses, hein. mhm, Donc voilà. Après, tout ça, c'est des titres qui ont évolué aussi. Nouvelle Clé a cessé de paraître parce que en fait, c'était une petite entreprise très artisanale. On était ouais, très peu de journalistes, bien sûr. Rapidement, j'ai rencontré Stéphane Alix, qui oui, avait lui des contacts aussi avec le monde de la télé. Donc lui, oui, il s'est fait connaître aussi comme ça. Et puis quand l'INRES s'est monté, j'ai fait partie des gens qui ont été consultés, entre guillemets, pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire en termes de communication là-dedans. Donc rapidement, j'ai travaillé pour la revue de l'INRES, mhm, qui s'appelait pas Inexploré dans un premier temps, mais voilà. Et oui. donc on était, oui, effectivement, très peu de journalistes à nous intéresser à ça. Et moi, j'étais un des rares qui, en plus, avait cette formation scientifique, effectivement, quoi. Ok, c'était une chance. Ouais, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Et vous, en tant que, justement, journaliste scientifique, quelle était votre intention, je vais dire, dans les premiers, et peut-être qu'elle a évolué, hein, en tout cas dans les premiers temps, et puis éventuellement l'évolution, quelle était votre intention? Et peut-être l'intention derrière l'intention, parce que vous allez peut-être me dire vulgariser. Oui, ça j'ai bien compris, mais quelle était l'intention derrière le fait de vouloir vulgariser toutes ces connaissances? Mon idée, c'était que j'étais convaincu qu'il y avait du sérieux derrière tout ça et qu'il y avait une réalité derrière ces expériences d'état modifié de conscience, expériences de mort imminente, sortie de corps, voyage astral. J'ai rencontré des témoins, moi directement aussi. Je ne me suis pas contenté de lire des choses. J'ai rencontré des témoins qui m'ont raconté leurs expériences. J'ai rencontré aussi quelques chercheurs, quelques médecins, physiciens, donc les rares qui s'y intéressaient en France. J'ai pu rapidement discuter avec eux parce qu'on se retrouvait dans les mêmes endroits finalement, sur les quelques conférences qu'il pouvait y avoir, les quelques réunions de témoins qu'il y avait au sein de Yans France aussi, ce genre de choses. Donc j'étais convaincu qu'il y avait une réalité derrière ça et que la science matérialiste finalement elle ignorait tout ça et que c'était dommage, quoi. Donc je voulais faire connaître ça. Je voulais faire connaître la réalité du phénomène et montrer que ça amenait effectivement, que ça amenait à la spiritualité. Donc là, c'est Ok, difficile parce que après oui, ça s'entrecroise avec une démarche personnelle. tout à Quand on fait. commence on commence à comprendre que et il y a une réalité spirituelle derrière cette réalité phénoménologique, comme on dit, d'expériences vécues, et ben forcément, ça interfère avec son propre parcours. Et donc, je me suis mis à lire beaucoup sur les spiritualités du monde, et puis l'ésotérisme. Moi, je suis un gros lecteur aussi, et donc je lisais toutes sortes de documents, des livres, mais aussi des documents que je trouvais sur Internet, ou des thèses de doctorat, des articles scientifiques, etc. Je lis beaucoup. Donc, forcément, mon chemin professionnel et mon chemin personnel ont fusionné, quoi. Ça n'a rapidement fait qu'un seul et même chemin. Et donc, oui, l'idée au départ, c'était juste de documenter tout ça, de montrer que c'était sérieux, qu'il y avait des vraies expériences Mhm. qui sous-entendaient Oui, qu'il y avait cette réalité-là derrière ça. oui, Et puis de fil en aiguille, comme je suis devenu auteur aussi, là, ma parole est devenue beaucoup plus libre. Quand on est oui, journaliste, on est censé garder un peu de recul, être objectif, entre guillemets, même si c'est un leurre, hein. Mais quand oui, on est auteur, là, par contre, on peut dire des choses qui relèvent plus de ce qu'on pense, de ce qu'on croit et de ce qu'on sent profondément. oui. Et là, votre intention change? Est-ce que ce serait de, je vais me mettre comme ça. Est-ce que votre intention change en tant qu'auteur? Vous êtes plus libre? Vous avez envie de peut-être d'être plus dans une démarche d'éveil des consciences plutôt que Je me suis créer? aperçu que, ouais, de fait,
de fait, je me retrouvais dans cette démarche-là. Effectivement, en étant auteur et traducteur, j'ai une vingtaine de livres traduits, une vingtaine de livres écrits ou coécrits. Donc, je me suis aperçu avec les retours que j'avais que je contribuais, entre guillemets, oui, en toute modestie, à une espèce d'éveil des consciences. Ça, c'était pas forcément voulu. Moi, je voulais juste partager des choses, donner à connaître des informations. Faire connaître des travaux, effectivement, peut-être à l'étranger parce que je lis l'anglais et que je sais que beaucoup de lecteurs francophones ne lisent pas l'anglais ou ce genre de choses. Donc, moi, je pouvais faire connaître ça. C'était quelque chose que j'amenais quoi, au lectorat francophone. Et donc, oui, je sais que ça participe à une forme d'éveil des consciences et ça me fait plaisir. Ben, en fait, il y a vraiment ce que j'observe moi aussi dans tout ces cheminements. Il y a chaque personne a son cheminement. J'observe que parfois on arrive par l'expérience. Il y a une expérience un peu transcendantale qui est vécue. Et puis du coup, on veut bouffer du livre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je voulais comprendre. Et donc, du coup, des gens comme vous, comme Stéphane Alix, etc., ils sont hyper importants parce que ces personnes, sinon, elles seraient perdues. Elles sont dans un entourage où il n'y a pas du tout de discussion autour de ça, c'est pas d'intérêt, c'est soit, moi j'étais dans un monde athée, enfin, avec qui discuter de tout ça. Donc il y a ce côté, je vis une expérience incroyable, bizarre ou perturbante, etc., bouleversante, je vais m'informer. Et alors il y a ceux qui arrivent un peu comme vous, par l'intellect, la connaissance, à se dire, mais il y a quelque chose derrière tout ça. Et est-ce qu'ils finissent par basculer dans l'expérience? Donc ma question est-ce que vous avez vécu des expériences d'état modifié de conscience? Est-ce que vous avez recherché cela? Est-ce que ça vous est tombé dessus à des moments où vous ne vous y attendiez pas? Est-ce que vous êtes ouvert à aller à ce genre d'expérience, de retrait, je ne sais pas, d'exercice Oui, bien sûr. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas juste une démarche intellectuelle, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc, comme effectivement mon chemin professionnel a croisé mon chemin personnel, je me suis mis à rechercher des états modifiés de conscience. J'ai commencé à faire pas mal de méditation, etc. Et aussi, j'ai recherché à vivre des expériences hors du corps. Et là, ça a été un peu une quête, comme beaucoup de gens, qui prend très longtemps et c'est assez frustrant. Mais en fait, très rapidement, alors donc, je vais te dire clairement, j'ai pas vécu à proprement parler de grandes expériences de sortie de corps ou de voyage astral. Par contre, j'ai fait des expériences furtives de sortir du corps, le fait de se voir hors de son corps, ça, je l'ai vécu. Mais voilà, ça dure un claquement parce que tout de suite, ça m'interpellait trop en quelque sorte. Mais par contre, j'ai revécu, voilà, il y a la peur, il y a plein de trucs. J'ai revécu aussi beaucoup de rêves lucides en fait à l'âge adulte, comme j'en faisais quand j'étais enfant. Donc avec des rêves, y compris des rêves de vol et beaucoup de rêves aussi où j'ai l'impression de m'élever au-dessus de la terre à grande vitesse. Donc c'est des expériences qui sont intimes et que certains qualifieraient de sortie de corps ou de voyage astral, je sais pas, c'est des étiquettes, tout ça, et on n'a pas accès à l'expérience à la première personne de l'autre, donc on ne sait pas forcément comment les catégoriser. Mais je peux pas dire que je suis capable de sortir de mon corps pour aller voir ce qu'il y a dans la pièce à côté et revenir comme certains de mes amis le font. Hein. Donc, vous n'êtes pas engagé par l'armée pour faire du remote viewing. Voilà, exactement. Le remote viewing, c'est encore autre chose. Le remote viewing, c'est encore un autre truc. Après, j'ai eu plein d'expériences de type de synchronicité extraordinaire. Et puis, je vois l'aura parfois autour des gens, des choses comme ça. Parce que oui, quand on est dans un certain état et qu'on s'ouvre à tout ça, et ben, on s'aperçoit qu'il y a une magie autour de nous en permanence, mais qui fait partie de la nature, quoi, tout simplement. Hein. Il n'y a rien finalement de surnaturel là-dedans. C'est juste que on s'ouvre à une dimension qui auparavant était cachée, quoi, parce que c'est nous qui n'étions pas capables de percevoir ça. Donc des expériences spirituelles fortes, après aussi des expériences un peu, on va dire, comment on appelle des samadhis ou ce genre de choses, c'est-à-dire la sensation d'unité avec ce qui nous entoure. Ça, je l'ai vécu dans des lieux comme à la montagne ou ce genre de choses parce que j'adore ces endroits-là. Donc voilà, je vais dire ça pour mes expériences spirituelles. Mais après, pour moi, tout est spirituel tout le temps. Oui. Tout est tout le temps spirituel. C'est pas, je ne cherche pas à vivre une expérience spirituelle et puis après, je reviens dans mon quotidien en me disant où est Dieu? Non, Dieu est là tout le temps, partout. Donc, à un moment donné, c'est ça aussi que j'ai compris. C'est qu'il ne fallait pas chercher systématiquement à sortir de son corps. Le but de l'existence, c'est d'y entrer, c'est d'y être
pleinement incarné, même si ça me plairait effectivement de faire un super voyage astral ou je sais pas quoi. Mais le but de l'existence, c'est pas de sortir de son corps, c'est d'y entrer. Donc, vous voyez, ça change le point de vue. C'est une façon de se consoler aussi, peut-être. Mais voilà, non, la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qui se vit au quotidien et en toutes circonstances. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Et justement, vous parliez de la montagne, des lieux, etc. Philippe Guimond, il parle souvent de ses balades, de ses randonnées. Est-ce que vous avez aussi ce genre de démarche pour écrire ou pour préparer une conférence, enfin voilà, être dans même autre chose de votre quotidien, pas que professionnel. Est-ce que aussi vous vous inspirez, que ce soit de la nature ou de vos méditations, enfin voilà, pour allier action et intuition, enfin, ou est-ce que c'est vraiment tout le temps dans le moment où vous écrivez, enfin, vous n'avez même pas besoin de vous connecter entre guillemets, c'est tout le temps, comme vous le dites. Quand j'écris, en fait, j'ai l'impression que ça vient tout seul. Ouais, il y a une espèce de connexion qui se fait parce qu'elle est là tout le temps, et j'ai l'impression vraiment d'être inspiré. C'est très rare que je me trouve vraiment bloqué devant un écran, l'angoisse de la page blanche, comme on disait avant. J'ai vraiment pas ça, et je suis surpris moi-même de voir comment ça coule tout seul en fait quand je sais à peu près où je veux aller, ce que je veux dire, et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui me viennent, voilà, qui viennent de l'extérieur, quoi, clairement. C'est de l'inspiration. J'ai pas besoin d'aller marcher, tout ça. Moi, je fais du sport, je fais de la méditation, dès que j'ai l'occasion, voilà, je prends un quart d'heure pour être pleinement présent, faire ce qu'on appelle de la pleine conscience, mais aujourd'hui, je suis plus dans la méditation qu'on appelle non-duel. Oui. Et vous pouvez expliquer un tout petit peu? Eh bien, c'est de se poser complètement et de faire taire les sens et les pensées, et puis d'intégrer complètement le fait qu'on ne fait qu'un avec le monde, en fait, que le monde, l'expérience que j'ai du monde, c'est une expérience de toute la conscience, en fait, qui est une source unique de conscience. Je suis la source unique de conscience qui vit une expérience à travers moi. Mais c'est la même source qui vit une autre expérience à travers tout le monde. Voilà, donc je suis convaincu de ça. Hein, c'est des enseignements non duels qu'on a en Inde, en Asie, etc., dans l'hindouisme, le bouddhisme. Oui. J'ai été beaucoup séduit par ça. Mais j'ai aussi une forme de critique maintenant là-dessus, parce que je trouve que c'est dommage de perdre la notion de personne. Je pense que c'est intéressant de revenir de redonner de la valeur à la notion de personne et d'individu. Oui. Donc, je suis très sensible à la pensée de Jung, par exemple, avec sa notion d'individuation, ce genre de choses. J'ai pas mal écrit là-dessus. Oui. Donc oui, je fais de la méditation, je fais du sport, oui. je fais des arts martiaux. Dans les arts martiaux asiatiques, forcément, il y a cette dimension aussi de méditation en mouvement. Oui. Donc voilà. Philippe fait de la randonnée parce qu'il ne médite pas, justement. C'est sa méditation à lui. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Il dit que quand il a un souci ou un problème qu'il tracasse, il dit ah là. Il a complètement raison. Ça fonctionne bien pour lui. Moi, non, je vais pas aller faire des grandes balades. Je vais plutôt me poser effectivement un quart d'heure et puis essayer de faire tout, de faire le silence, quoi. D'être uniquement dans cette forme de présence. Ok, génial. Ah, c'est passionnant. J'avais envie de revenir justement sur votre métier de journaliste scientifique, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir un peu les dessous de ce métier, qui en fait, on n'est pas si connu que ça. Et je voulais savoir si vous aviez eu un concept qui est hyper difficile à faire passer et sur lequel vous avez vraiment achoppé. Vous avez dit celui-là, mais je le prends par là, je le prends par là, les gens ne me comprennent pas. Enfin, est-ce que peut-être c'est toujours le cas d'ailleurs? Peut-être que c'est un cas résolu, mais peut-être qu'il est toujours ouvert. Est-ce qu'il y a vraiment un concept où vous dites là, c'est dur à faire passer ce que... Je ne sais pas s'il y a un concept en particulier, mais ce qui est le plus difficile à vulgariser, on va dire, c'est la physique quantique, hein, clairement. Hein. Oui. La physique quantique et les implications philosophiques de la physique quantique, c'est déjà deux choses différentes. Et la plupart des journalistes qui écrivent ou parlent de ça, ils ne font même pas ce distinguo-là. Oui. La première des choses, c'est ça. C'est vraiment de distinguer les deux. Que dit la science, que disent les expériences, qu'est-ce qu'elles montrent en tout cas, et ensuite, comment est-ce qu'on peut les interpréter?
Oui, Ça, c'est deux choses différentes. Donc, c'est difficile parce que oui, déjà, il faut éviter de faire cette confusion-là. Et oui, ensuite, c'est difficile parce que effectivement, les expériences montrent des choses qui sont extrêmement contre-intuitives. voilà. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas, dans notre expérience quotidienne ordinaire, l'impression que tout est relié par des champs voilà, Mhm. qui s'interpénètrent les uns les autres, qui font apparaître des particules simplement parce qu'ils sont en interaction, etc., etc. Et la Oui, façon dont la conscience joue un rôle là-dedans, c'est toujours une question qui est en débat permanent. Hein. Et on a, si vous allez sur Wikipédia, vous tapez interprétation de la physique quantique, vous avez, je ne oui, sais plus, une trentaine ou une quarantaine de courants philosophiques, hein, d'écoles de incroyable. pensée, on va dire, qui proposent différentes interprétations. Donc ça prouve bien qu'ils sont tous perdus en fait. Hein. Et après, moi, je suis plus sensible bien sûr à certaines interprétations, et notamment à celles effectivement qui font jouer un rôle à la conscience, parce que je suis persuadé Voilà. qu'aujourd'hui, c'est la conscience en fait qui est le substrat de la réalité. Ça, c'est difficile à faire passer aussi parce que ça rejoint justement la non-dualité, ça rejoint ces enseignements-là. Euh, je traduis un philosophe hollandais qui s'appelle Bernardo Kastrup. J'ai co-traduit son premier, j'ai traduit son dernier, et j'ai dirigé la traduction d'un autre encore. Donc, je suis Ouais, vraiment très, très intéressé par sa pensée et aussi par sa méthodologie, en fait, sa façon de faire de la philosophie pratique ouais, et voilà, qu'il soit pas inaccessible au commun des mortels. Hein, et je trouve qu'il est très très fort pour ça. Et lui, eh bien, aujourd'hui, il promeut donc ce qu'il appelle un idéalisme analytique. Et en philosophie, l'idéalisme, c'est de dire que tout est conscience. Donc ça, c'est difficile à faire passer comme concept. Parce que ok. pour les gens, ça veut dire quoi, tout est conscience? Alors, est-ce qu'il y a de la conscience dans la matière, dans les particules élémentaires? Non. Ça veut dire que les particules élémentaires sont une forme de conscience. Que tout Wow. ce qui apparaît, que la matière est une forme de conscience, est une forme que prend la conscience dans l'expérience que nous en avons. Donc ça, c'est difficile à faire passer. Effectivement, il faut prendre des métaphores, etc. Il faut y aller vraiment progressivement. Il y a des gens qui ont un déclic à un moment donné, mais il y a des gens qui sont bloqués là-dessus. Hein. Je comprends, hein, Ouais, ça dépend aussi d'un cheminement personnel, ça dépend de plein de choses. Hein. Mais ouais, on peut dire que ça, c'est difficile à faire comprendre. Le fait que tout est conscience. Et donc, oui, la physique quantique amène à ça pour moi. La matière, ça existe, sauf que la matière, c'est un produit de l'observation. oui, Voilà comment le dit Kastrup. Et oui. pour moi, c'est une telle évidence que je ne sais même pas comment je dois pouvoir l'expliquer autrement. La matière est un produit d'observation. Il faut d'abord qu'il y ait une conscience pour qu'il y ait Oui, de la matière. oui. Or, le paradigme matérialiste, c'est de dire il faut d'abord qu'il y ait de la matière pour qu'il y ait de la conscience. Donc c'est Pour complètement inversé. renverser, ouais. On voit bien que c'est difficile d'avoir une discussion avec des gens qui voient les choses de manière complètement inversée. Ouais. Donc là, c'est une difficulté un peu de type paradigme. Il faut changer notre vision des choses. Est-ce que vous observez, avec la physique quantique justement, des difficultés par rapport au fait que ça a été peut-être, et j'aimerais bien avoir votre avis, un peu galvaudé. Il y en a qui sont irrités, on dit le mot quantique. C'est clair. Donc moi, je suis formée en neurosomatoquantique et il y a des gens qui vont ah, juste parce que j'ai dit le mot quantique. Je sais bien que c'est Ouais. pas neuro et somato qui a gêné. Et c'est vraiment, on voit que il y a parfois peut-être des. Alors moi, je ne connais pas bien justement qu'est-ce qui a été mal pris ou galvaudé dans ce mot quantique, dans cette utilisation de ce terme. Et peut-être que vous, justement, vous devez être attentif à ne pas basculer là-dedans, à ne pas contribuer à ça. J'aimerais bien J'essaye, avoir votre. ouais, j'essaye de ne pas aller trop loin quand je parle de quantique et de conscience et de neurosciences, de ce qui se passe dans le cerveau, etc. Parce que, oui, il y a eu des abus, il y a beaucoup de gens qui mettent quantique à toutes les sauces et simplement, en mettant l'adjectif quantique, ils pensent que ça va faire vendre des livres ou je ne sais quoi, ou des méthodes. Hein. Et après, certains le font de bonne foi, mais d'autres le font plutôt par manipulation. Donc, quand on parle de médecine quantique, par exemple, pour moi, c'est un abus. Et je le Ok. dis, et je l'ai dit, je l'ai écrit. Ah Euh, oui. pour moi, on peut parler de médecine informationnelle, médecine énergétique, Ok. mais médecine quantique, c'est vraiment une étiquette, c'est un label marketing, quoi. Ok. Pour que quelque chose soit quantique, il faut qu'il se passe des choses à l'échelle des phénomènes quantiques, c'est-à-dire à l'échelle des atomes et en Mhm. dessous et les atomes, et puis un peu au-dessus de l'échelle, un Oui. peu au-dessus des atomes, des assemblements d'atomes, on va dire, donc des Oui. molécules. Donc, on sait qu'il y a des effets quantiques Oui. qui se produisent
à certaines échelles. Donc, c'est une question d'échelle. S'il n'y a pas de phénomène quantique dans les processus ou les mécanismes dont on parle en médecine, eh ben, ce n'est pas de la médecine quantique, c'est juste du baratin. Donc, moi, je suis persuadé que la physique quantique, effectivement, elle est partout, donc nécessairement aussi dans le cerveau, donc dans les processus électrochimiques entre les neurones, etc. Il se passe des choses à l'échelle des phénomènes quantiques, encore une fois. Et un de ceux qui le disent, c'est quand même Roger Penrose, le plus grand physicien, mathématicien du XXe siècle, et il est toujours vivant aujourd'hui, et il a eu le prix Nobel il y a 2-3 ans. Donc, c'est quand même pas des gourous New Age qui disent ça. C'est des gens avec un vrai bagage scientifique énorme, et aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à le dire. Et Kastrup, dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi quelqu'un qui est formé en sciences dures, qui travaillait au CERN de Genève avant de faire un doctorat de philosophie. Il a un doctorat en ingénierie informatique et il concevait des expériences de physique quantique au CERN, donc le grand accélérateur de particules de Genève. Donc voilà, il y a plein de gens. Je suis en train de lire le bouquin de Federico Fagin, c'est l'inventeur du microprocesseur, c'est un physicien italien, qui dit aussi qu'il y a d'abord la conscience à la base du monde. Et tous les pionniers de la physique quantique, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, ils ont dit ça aussi. Donc c'est pas ça, c'est pas du baratin New Age. Il y a un fondement scientifique hyper solide pour dire ces choses-là. Maintenant, tout de suite, effectivement, du coup, on arrive sur un terrain où on rejoint les spiritualités indiennes, ce qu'on dit l'hindouisme, ce qu'a dit le bouddhisme, etc. Et du coup, pour plein de gens, c'est pas recevable. Pour plein de gens, tout de suite, on dérape, quoi. Et moi, j'essaye vraiment de faire attention à sourcer les informations, quoi. Et donc, effectivement, il y a plein de scientifiques aujourd'hui qui considèrent que la réalité, c'est d'abord une réalité de conscience, et qu'en effet, il y a des choses extrêmement justes qui ont été dites par des spiritualités très anciennes comme l'hindouisme ou le bouddhisme. C'est tout. Et ça, c'est simple, c'est une vérité qui est très, très, très simple à entendre. Maintenant, c'est des sujets qui sont toujours en débat. Et ça, je trouve que c'est hyper important qu'on puisse en débattre, justement. Oui, oui. On n'est pas figé. La conscience, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça le problème. On parle de la conscience, mais la conscience, c'est ce qui nous permet d'avoir cette expérience du monde. Et la conscience, c'est ce qui nous permet de réfléchir à la conscience. Donc, on est dans une espèce de boucle. Il y a un point aveugle. On ne peut pas comprendre quelque chose avec l'outil qui est aussi l'objet de la réflexion. Donc, le sujet, l'objet, là, pour le coup, se marche dessus, donc c'est extrêmement compliqué. Vous dites qu'est-ce que c'est que la conscience à quelqu'un, il va vous dire plein de définitions différentes. Être conscient, avoir une bonne conscience ou mauvaise conscience, enfin on mélange tout. On mélange absolument tout. La conscience, c'est pas ça. La conscience, c'est avoir une expérience du monde. C'est ce qui permet d'avoir une expérience du monde. Et c'est ce sans quoi je n'ai pas d'expérience du monde. Et c'est ce que ça me fait d'avoir cette expérience du monde. C'est ça d'abord les premières caractéristiques de ce qu'est la conscience. Et c'est tout ce dont on peut être conscient. Donc, quand on prend des expériences mystiques ou des expériences de mort imminente où les gens ne font qu'un avec tout l'univers, eh ben ça, c'est la conscience aussi. Ça veut dire que la conscience, c'est tout l'univers. Alors, ça veut dire que la conscience, c'est toute la réalité, puisque ces gens-là font des expériences dans lesquelles ils ne sont pas séparés de la source, ils ne sont séparés de rien. Donc ça, c'est une expérience de conscience ultime, on va dire, une expérience d'éveil. Et on a en plus des êtres qui sont prétendument établis dans cette réalisation-là. Les grands éveillés, ceux qu'on appelle les grands éveillés, comme certains sages indiens, etc., ce sont des gens qui sont établis dans cette non-dualité, donc ils ne font qu'un avec le monde. Donc leur conscience, c'est le monde, c'est l'univers, c'est toute la réalité. Donc voilà, la conscience, c'est pas un truc qu'on peut évacuer comme ça en disant c'est ce que fait le cerveau. Non. C'est absurde. Non, ça c'est clair. Ouais. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir plusieurs fois mis l'accent sur le fait que éveil spirituel n'est pas la même chose que le réveil spirituel quelque part. Parce que c'est parfois ce qu'on dit. Moi, ancienne athée, j'ai eu une expérience bouleversante qui fait qu'en une seconde, j'ai cru en l'existence de l'âme.
Et pendant longtemps, moi, j'ai dit que c'était un éveil spirituel parce que je n'y connaissais pas grand-chose. Ouais, Et donc, alors, j'ai dit ça. Et donc, grâce à vous, je sais que c'était pas vraiment un éveil spirituel. En fait, c'est un réveil. Donc, c'est un alors réveil. Je ça, me suis ouais. dit, oh, il y a ça qui existe. Si, vous pouvez dire que Voilà. c'est un éveil. Vous pouvez dire que c'est une expérience d'éveil. C'est ça, en Ok. fait, la distinction Ouais. à faire, peut-être la plus Ouais. juste. En tout cas, celle que je propose moi, c'est Oui. ça. C'est qu'il faut distinguer l'expérience d'éveil et l'état d'éveil. Mais Ok. ce que vous avez vécu, c'est un samadhi ou un satori. Et effectivement, dans le contexte donc indien ou japonais, euh, c'est une expérience d'éveil, c'est-à-dire qu'on vit cette Mhm. expérience d'unité avec tout et on revient dans un état où on se sent à nouveau séparé du reste du monde en quelque sorte, quoi. Mhm. Mhm. En tout cas on se sent à nouveau un individu et avec un monde autour de soi. Mais ça n'empêche pas que c'est une vraie expérience d'éveil spirituel. Mais ce que dans les traditions indiennes on appelle l'éveil véritable, c'est en fait la réalisation, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire quelqu'un qui est en permanence dans cet état. Donc voilà, ça concerne des grands sages comme Ramana Maharshi et Nisargadatta Maharaj, et puis tout un tas de gens qui viennent de ces traditions-là, de l'Advaita Vedanta, du shivaïsme du Cachemire, etc., le Dzogchen. Donc il y a toutes ces traditions-là. Et on a l'équivalent aussi en Occident, dans nos traditions à nous, la métanoïa, les grands mystiques, les Hildegard de Bingen, les Thérèse d'Avila et les gens de la Croix. Tout ça, ce sont des gens qui vivent aussi la même chose avec voilà, un vocabulaire différent, un lexique différent. Mais grosso modo, c'est la même chose. Il n'y a pas de raison vraiment de faire de distinction. Mais beaucoup de gens, par contre, confondent l'éveil en disant je m'intéresse à la spiritualité, donc ça y est, je suis éveillé. Ça, non. Oui. Ça, non. Là, on peut parler de réveil spirituel. Quand on a Ok. simplement un intérêt nouveau Oui. pour la spiritualité à partir d'une lecture ou d'une rencontre ou d'une conférence, D'accord. là, pour moi, c'est abusé de parler d'éveil. D'accord. Ah, bah, c'est intéressant. Merci beaucoup. On arrive tout doucement un petit peu au terme de ce podcast, mais j'avais quand même envie de vous poser, parce que j'aime bien les petites anecdotes, les rencontres, les synchronicités. Je me dis, vous êtes un peu à vous tout seul, une sorte de plaque tournante dans ce milieu science spiritualité. Donc vous avez certainement rencontré des personnes avec qui vous avez eu un échange, je sais pas, peut-être avec votre co-auteur Romuald Le Terrier, peut-être que vous avez des petites anecdotes à raconter, quelque chose, soit parce que ça vous a inspiré, soit un fou rire, un moment de je dis parfois un petit moment on se comprend, quoi, genre un petit moment de honte spirituelle, enfin, entre guillemets, oups, on a l'air d'un peu fou. C'est pas une honte, hein, mais je veux dire. Enfin voilà, est-ce qu'il y a une petite anecdote qui vous vient comme ça, voilà, sans chercher Vous avez peut-être rencontré des gens que vous avez traduits. Quand vous les traduisez, vous les rencontrez, ou est-ce que c'est juste des livres qui sont Pas envoyés? forcément, pas forcément. Il y Oui, en a certains que j'ai rencontrés, comme Eben Alexander, oui, voilà. dont j'ai traduit trois livres. On s'est vu sur des colloques en France, donc voilà. En Belgique aussi, on s'était parlé, mais il était en visio. Oui. Non, avec Romuald, oui, il y a une rencontre humaine forte parce que il m'a vraiment scotché avec son expérience, lui, sur le terrain du chamanisme, Ouais. de l'ethnologie. Il a été sensibilisé à ça et quand il se met à parler de ça et d'OVNI dans la même phrase, là, moi, je me retrouve assis sur ma chaise parce que c'est trop fort. Et du coup, Wow. voilà, c'est pour ça qu'on a cette entente aussi intellectuelle, et puis on est très complémentaires, et lui, il lit des choses que moi je ne lis pas. Donc on a eu des fous rires et des synchronicités très fortes, mais j'en raconte une déjà dans ce souvenir du futur, dans l'introduction, Ok. qui est assez extraordinaire, avec le scarabée, la symbolique du scarabée de Jung et tout ça. Ouais. On était vraiment tous les deux scotchés par cet événement-là. Et après, Donc vous avez eu aussi votre scarabée de Jung? oui, dans l'introduction de ce souvenir du futur, je raconte qu'on a eu un scarabée en même temps, alors que lui, il habite à 800 bornes de chez moi. Ah Hein, oui. et qu'on pensait tous les deux au scarabée de Jung dans deux contextes différents, parce que voilà, moi, j'étais en train de réfléchir à une conférence que je devais donner, et puis lui, il écrivait les premières pages justement du livre, et c'était un livre qui allait parler de synchronicité, et donc il pensait au scarabée, et il y en a eu un qui s'est posé sur son épaule. Et moi, j'en ai eu un aussi au même moment, alors, après avoir vu son message. Bref, donc Mais non, c'est incroyable. je raconte ça. Euh, Génial. des fous rires, on en a eu, ouais, mais je peux pas raconter parce que c'est gênant. C'est gênant. On a eu un fou rire mémorable, vraiment extraordinaire, tous les deux. Ouais.
Oh, Après, dommage. des Peut-être rencontres. hors antenne. Ouais, ouais, ouais. Allez. Je pourrais raconter en antenne, ouais, je peux pas le dire Oui. publiquement. OK. Bon, bah, Après, là, bonjour à je viens de Romuald. passer du temps. Je viens de passer du temps sur un colloque avec des gens extraordinaires. J'ai revu Patrice Van Hersel, qui est devenu un ami. Et je parlais tout à l'heure de journaliste. Voilà, Mhm. c'est quelqu'un qui, pour moi, était un modèle. Justement, il Mhm. était rédacteur chef de Nouvelle Clé à l'époque où je travaillais pour le magazine. Et Mhm. puis, c'est quelqu'un qui a écrit des livres extraordinaires, voilà, qui m'ont mis aussi sur ce chemin-là. J'ai rencontré Laila Del Monte, qui est une femme qui Ah fait de oui. la communication animale, qui est une femme extraordinaire, aussi d'une Oui. générosité et d'une Oui. simplicité hors du commun, compte tenu de la notoriété qu'elle a. Oui. Et voilà, il y a beaucoup de gens comme ça que j'ai la chance de croiser quand je crois et tout. C'est sûr que c'est la chance de Génial. pouvoir avec des gens comme ça. Raymond Moody, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi parce que c'est un vrai philosophe Donc, vous et l'avez il est rencontré aussi ou extrêmement en simple. visio? Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, Ouais. effectivement, ouais, dans des colloques en France. Il est venu 2-3 fois en France et j'ai Mm. pu être là et parler avec lui. Ouais. Oh, génial. J'avais une dernière question. La question, c'est est-ce que plus tard, dans très 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 longtemps, je vous le souhaite, on pourra lire sur votre pierre tombale Sigi Jocelyn Morisson. Est-ce qu'on pourra dire ça? J'ai envie de savoir ce que vous avez envie de mettre sur votre, envie de découvrir sur votre pierre tombale en étant en mode vous observez de haut là et vous observez Ah, qu'est-ce qui sera mis sur votre pierre tombale. je n'ai pas réfléchi, mais là, il me vient une phrase que j'avais mise dans un de mes livres qui s'appelle L'ultime convergence. Oui. Je n'ai fait que passer. Ça peut être ça parce que c'est ça c'est comme ça que je vois mon rôle. Je passe Oh, des idées, et je oui. passe des informations, et donc je n'ai fait que passer. Ah, c'est joli. Merci beaucoup. C'est une belle manière de clôturer. Je me permets quand même de rappeler qu'il y a votre site internet où il y a vraiment tous vos livres, toutes les traductions. C'est hyper bien fait et très joli d'ailleurs, jocelynmorisson.fr. Et que vous allez sortir un 4e livre en co-auteur avec Romuald Le Terrier qui va sortir quand? En septembre 2025. Donc, septembre 2025, donc dans quelques mois. Je me permettrai de ressortir le podcast encore une fois pour refaire de la pub pour votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire une petite phrase pour qu'on ait envie de... Ce sera la rentrée littéraire. Pourquoi acheter ce livre-là en Ah ouais. particulier? Bah parce que là, on passe une étape supplémentaire avec Romuald. On est bien content du boulot qu'on a fait. Et c'est vraiment ce souvenir du futur poussé un cran plus loin. Donc, en fait, ça va s'appeler Le secret de la vie. Donc, si ça donne pas envie, je ne sais pas ce qui peut donner envie, quoi. Mettez ça dans votre agenda. Donc en septembre, 1er septembre, vous mettez librairie en ligne sur le site de Jocelyn Morisson. Voilà, de toute manière, j'imagine qu'on entendra parler de vous. Vous ferez toute une série d'interviews et de Ouais. conférences à ce sujet. Et je vous souhaite un super succès puisque voilà, vous passez tellement d'informations voilà, à notre grand bonheur. Et je vous remercie énormément d'avoir joué le jeu du début jusqu'à la fin. Avec Nous plaisir, sommes merci. interconnectés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et si tu l'as apprécié, abonne-toi, commente et partage. À bientôt pour d'autres témoignages.